Bonjour et bienvenue au webinaire que nous réserve le climat du futur. Je m'appelle Annick Drouin, je suis agente de projet ici à l'UPA. Donc, mon rôle aujourd'hui, c'est d'être le lien entre vous à la maison et nos conférenciers. Donc, je vais agir à titre d'animatrice. Je vais vous diriger tout au long du webinaire à travers les différentes explications et les différentes étapes. Alors, avant de commencer, j'aimerais quand même faire une petite mise en contexte pour le webinaire. En fait, le webinaire d'aujourd'hui, ça s'inscrit dans le projet Agri-Climat des fermes adaptées pour le futur. Donc, Agri-Climat, c'est un projet qui est piloté par le Conseil de développement de l'agriculture du Québec et ça vise à favoriser l'adaptation des producteurs agricoles du Québec face aux changements climatiques qui auront un impact sur leurs activités. Agri-Climat, c'est un projet qui se développe, qui se déploie sur le territoire du Québec avec la collaboration de plusieurs partenaires, évidemment. Et surtout grâce au financement qui est offert par le Fonds vert, donc d'Action Climat Québec, un programme du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Donc aujourd'hui, c'est l'occasion de mieux comprendre le climat du futur par la présentation de nos deux conférenciers invités, deux spécialistes d'Ouranos, Dominique Paquin et Travis Logan. Donc ce sont nos experts invités qui, à tour de rôle, vont nous aider à comprendre surtout nous aider à démystifier en premier les changements climatiques, à mieux comprendre les bases de la science du climat et de la modélisation, puis enfin à apprendre sur les grandes tendances du climat du Québec 2050 en lien avec l'agriculture. Alors, la façon dont on a décidé d'organiser le webinaire pour que ce soit plus facile de partager l'information, c'est de le diviser en 4 blocs. Donc, Madame Paquin et Monsieur Logan vont nous présenter chacun à tour de rôle les informations, puis on va réserver une courte période de questions à la fin de chacun des blocs pour que vous puissiez en fait poser vos questions aux conférenciers. Alors, en tout temps, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer vos questions avec la messagerie, vous devriez l'avoir à l'écran. C'est Sarah Delisle qui est coordonnatrice du projet d'agriculture qui va recevoir vos messages, qui va me les transférer afin que je puisse poser vos questions à nos conférenciers. On n'aura probablement pas le temps de passer au travers de toutes les questions. Par contre, vous aurez un suivi. Si on n'a pas eu le temps de répondre à votre question en direct, Sarah et les conférenciers vont s'assurer de faire un suivi avec vous par la suite. Donc, tout au long du webinaire, n'hésitez pas, écrivez vos questions. On va les recevoir et on va y faire un suivi. Aussi, pendant tout le temps du webinaire, si jamais vous avez un problème technique, donc un problème de son ou un problème avec l'image, au bas de l'écran, vous avez une icône qui est écrit « Soutien technique ». Donc, n'hésitez pas à cliquer sur l'icône. De cette façon-là, il y a quelqu'un qui va pouvoir vous aider à rétablir la connexion. Par ailleurs, vous avez aussi à l'écran un PDF du PowerPoint. Vous pouvez le télécharger. Ça va vous permettre de suivre en entier la présentation de nos conférenciers. Le contexte est mis, les explications sont données grosso modo. Alors, j'aimerais demander à nos experts de se présenter, en fait, un peu pour que vous puissiez savoir qui ils sont, quelles sont leurs spécialités. Donc, Dominique, si vous le voulez bien, je te tutoie déjà, mais je te laisse te présenter. OK, bien bonjour, ça me fait bien plaisir d'être ici ce matin. Je m'appelle Dominique Paquin, je travaille à Ouranos, qui est un consortium sur la climatologie régionale et l'adaptation au changement climatique qui a été mis en place par le gouvernement du Québec et divers partenaires il y a une quinzaine d'années à peu près. Moi, je suis spécialiste en simulation et analyse climatique, donc je travaille vraiment en amont, vraiment pour comprendre la science, pour développer des modèles qui vont nous permettre de comprendre le climat et de voir quels vont être les changements qui sont anticipés. Merci beaucoup. Travis? Oui, Travis Logan. Moi aussi, je travaille avec Dominique, mais pas exactement dans le même rôle. Donc, j'ai surtout un rôle de traducteur, si tu veux, pour travailler avec les non-spécialistes en termes de climat. Donc, je suis pas climatologue moi non plus. Je suis biologiste, donc je travaille beaucoup avec les gens en milieu naturel, un petit peu en agriculture maintenant. Donc, pour aider les gens à utiliser l'information climatique pour pouvoir faire des plans d'adaptation, regarder les enjeux, etc. Donc, un peu en rôle entre les deux, aider les gens à bien utiliser les sorties de modèles climatiques, etc.
Merci beaucoup. Donc, sans plus tarder, on va commencer. On va faire le premier bloc. En fait, on débute avec la mécanique et les manifestations du changement climatique. Éventuellement, aujourd'hui, vous allez comprendre les scénarios climatiques du Québec, mais juste avant, c'est important de comprendre la base de la science des changements climatiques. Donc, Dominique, je te laisse aller 15 minutes pour nous expliquer cette science-là avant de passer aux premières questions. OK. OK, donc, ce dont on va parler aujourd'hui, c'est vraiment donc du climat et du changement climatique. Il est parfois, en fait, souvent difficile de distinguer un petit peu c'est quoi la différence entre la météo et le climat. Et comme vous pouvez le voir à l'écran, en fait, quand on parle de météo, si on parle des événements qui nous affectent au quotidien, au niveau de quelques jours, au moment, par exemple, quand il va y avoir des orages, quand il va y avoir du beau temps, tout ça. Quand on s'éloigne, quand on prend une perspective plus large, qu'on couvre plus de temps, on va tomber dans ce qu'on appelle le climat. Quand on parle du climat, souvent, on va dire, c'est au niveau de plusieurs décennies, souvent 30 ans. Okay? Et donc, le lien entre le climat et la météo se fait simplement naturellement parce que autant le climat affecte la météo, que quand on parle des événements qui nous affectent. Par exemple, en bas, ce que vous voyez, vous pouvez reconnaître peut-être la petite Maison Blanche du Liège du Saguenay. Donc, c'est un événement extrême, c'est un événement météorologique, mais on se demande si au niveau climatique, est-ce que ces événements-là vont se produire plus fréquemment ou est-ce qu'on peut les attribuer directement au changement climatique? Donc, c'est des études qui portent sur, par exemple, la fréquence de ces événements-là. Cet événement-là, on pourrait dire qu'il se produit une fois tous les 100 ans, peut-être qu'il va maintenant se produire une fois tous les 30 ans, par exemple. OK, mais c'est un événement météorologique qu'on peut étudier au point de vue climatique. À droite, vous voyez, je pense, une figure qui provient de la Californie, où on peut noter qu'il y a comme un changement de climat, un petit peu de plus en plus sec. Et à ce moment-là, c'est pas un événement météorologique en particulier, mais on remarque qu'année après année, au niveau des décennies, il y a comme vraiment une modification du climat. Et à ce moment-là, on rentre plus au niveau du changement climatique. Il faut faire attention de distinguer ce qu'on appelle la variabilité climatique. Excusez, j'essaie de... OK. La variabilité climatique, c'est ce qui va faire que d'une année à l'autre, on va avoir, par exemple, des années beaucoup plus froides, des années beaucoup plus chaudes. OK? Le climat, il est pas identique tout le temps, il reste comme dans une balise, mais il y a vraiment des variations qui vont se produire, soit à différents endroits sur la planète ou, comme je disais, au niveau de certaines années. Les figures que vous voyez à l'écran, donc c'est une carte du monde. Et à gauche, on sait en fait le mois de janvier 2015, alors qu'à droite, c'est le mois de janvier 2016. Et ce sont donc des différences de température par rapport à une moyenne. Et ce qu'on voit, c'est qu'en janvier 2015, vous voyez, il y a un cercle autour du Québec. C'était vraiment l'endroit sur la planète qui était le plus froid. Partout, tu sais, plein d'endroits ailleurs, c'était vraiment beaucoup plus chaud, mais chez nous, c'était beaucoup plus froid. Alors que quand on regarde sur la figure de droite, autour du Québec, on voit que là, c'était beaucoup plus chaud. Et on peut pas dire parce qu'il y a un mois qui est plus froid, parce qu'il y a une saison qui est plus froide, que le changement climatique n'est pas présent. Il faut regarder à plus long terme. Le changement climatique, c'est une grosse tendance de fond. C'est quelque chose qui se produit graduellement et qui vient s'ajouter aux variations naturelles qui peuvent être dues à cause de plein de facteurs naturellement qui vont se présenter dans l'atmosphère, dans l'océan, ou par exemple qui vont être des facteurs un peu plus externes, comme par exemple une éruption volcanique qui va avoir une influence sur la météo, sur le climat, mais donc ces variations-là vont faire qu'il va y avoir des années plus chaudes, des années plus froides, il va y avoir des moments plus humides, des moments plus secs, mais il y a la tendance de fond des changements climatiques qui est par-dessus tout ça. Donc, pour faire un bref portrait du climat, mais vraiment remonter, essayer de comprendre un petit peu pourquoi donc il y a des changements climatiques, il faut faire le lien entre les émissions de gaz à effet de serre donc et le climat. Je vais donc vous expliquer dans l'acétate suivante qu'est-ce que l'effet de serre et vous montrer donc les manifestations d'augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Remonter aussi dans le passé parce que le CO2, qui est le gaz à effet de serre, le principal quand on parle de changement climatique, c'est un gaz qui est naturellement présent dans l'atmosphère et il y a eu des variations du CO2 dans le passé. On peut remonter plusieurs centaines de milliers d'années donc dans le passé pour voir qu'il y a eu des variations qui ont amené des changements climatiques naturels, dont les glaciations. Et ensuite, je vais vous parler des changements climatiques qui sont multiples.
Okay? Donc, vous montrez des manifestations du changement climatique. Et tout ça, ce sont des choses que la science a établies depuis longtemps. C'est vraiment des choses auxquelles on est certain. Les scientifiques se sont posés plein de questions depuis, je dirais, à peu près 200 ans qu'on a commencé à se poser des questions sur le changement climatique. Et donc, il y a plein de liens qui sont vraiment établis maintenant. Donc, pour vous parler, vous expliquer brièvement qu'est-ce que l'effet de serre. Vous voyez sur la figure, donc, le Soleil, qui est notre principale source d'énergie, qui émet des rayons sur la figure, c'est en jaune. Et les rayons du Soleil sont à peu près, passent presque directement à travers l'atmosphère. C'est comme si l'atmosphère est transparente à ces radiations-là qui sont dans le visible. Okay? Donc, ils arrivent sur la Terre, ils réchauffent la Terre. Il y en a une partie qui rebondit, si vous voulez, sur les nuages, sur la glace et tout ça. Mais la plupart du rayonnement solaire arrive à la Terre et la réchauffe. La Terre, de son côté, donc, elle reçoit de l'énergie et à son tour, elle va en émettre. Mais bon, la température de la Terre est beaucoup plus basse que celle du Soleil, ce qui fait qu'elle ne va pas émettre dans les mêmes longueurs d'onde, elle va émettre dans ce qu'on appelle l'infrarouge. Et ce rayonnement-là, cette énergie-là, arrive au niveau de l'atmosphère, mais les gaz qui composent l'atmosphère vont réagir à ce rayonnement-là. Okay, vraiment, les atomes vont être excités littéralement par le rayonnement infrarouge. Donc, il va absorber l'énergie et ils vont en réémettre partout. Ils vont en réémettre vers l'espace, mais également une partie donc, qui retourne à la surface de la Terre. Et c'est ce surplus d'énergie-là qui va faire en sorte que la Terre donc est beaucoup plus chaude, en fait, que s'il n'y avait pas d'atmosphère, s'il n'y avait pas d'effet de serre. Sans effet de serre, la température sur la Terre serait environ de 33 degrés plus froide que ce qu'elle n'est actuellement. Donc, ce serait une boule de glace. Donc, l'effet de serre, c'est quelque chose qui est bon, qui est positif. On est content que ce soit là. Mais plus on augmente la quantité de gaz à effet de serre, plus on intensifie l'effet d'absorption du rayonnement infrarouge. Et depuis le début de la révolution industrielle, c'est ce que vous voyez sur le graphique que je vous présente présentement, il y a eu une augmentation des émissions de gaz à effet de serre. Okay? La figure que je vous montre, c'est pas selon les types de gaz à effet de serre, c'est vraiment plus si c'est au niveau du gaz liquide, solide. Et on voit que la courbe en noir, celle qui est la plus haute, c'est les émissions totales. Et on voit que, bon, c'est venu graduellement, évidemment, au début de la révolution industrielle, les émissions étaient très faibles, mais il y a vraiment une croissance des émissions depuis, je dirais, en fait, qui est surtout marquée depuis 1850. Il y a certains efforts qui sont faits pour limiter ces émissions-là, de manière à limiter l'augmentation des gaz à effet de serre, pour limiter l'effet du changement climatique. Mais on est vraiment dans un monde qui consomme de l'énergie, qui est lié aux combustibles fossiles. On peut penser évidemment au charbon, au pétrole, au gaz naturel, par exemple. Okay. Pour faire le lien dans le passé, je vous montre une figure maintenant que vous allez voir apparaître à l'écran qui remonte il y a 800 000 ans. Okay? Donc, on remonte vraiment très loin dans le passé. Et en fait, la courbe rouge que vous voyez, c'est la température, la différence de température avec la température actuelle. Et vous voyez qu'il y a des moments où les températures sont plus élevées, il y a des moments où la température est plus élevée ou la température est plus basse. Et ça, c'est relié, en fait, aux périodes de glaciation, des moments donnés où, notamment en hémisphère nord, on était vraiment ici sous plusieurs kilomètres de glace. La courbe bleue que vous voyez, c'est la concentration de CO2 qui est associée à la température. Et donc, vous voyez que les deux sont vraiment très, très proches. Elles se suivent, sont toujours collées. Okay? Sauf quand vous voyez à droite complètement, quand vous arrivez au zéro, c'est le moment actuel, on voit la température, donc elle augmente graduellement, mais ce qu'on voit surtout, c'est la concentration de CO2. Il y a le moment où c'est écrit « Current CO2 Level », c'est le moment où la figure était produite, et j'ai mis une flèche en rouge qui indique la concentration de CO2 de l'année dernière, qui est rendue à 404 parties par million. Et donc, cette concentration-là de CO2 a été généralement, la Terre n'a jamais vu ça depuis des centaines de milliers d'années. Okay? Donc, on est vraiment en train de transformer le climat. La température va suivre tranquillement, donc elle va augmenter graduellement, mais pour l'instant, l'augmentation des CO2 est vraiment en amont. Et ça, c'est vraiment dû à l'activité industrielle, à l'utilisation des combustibles fossiles. Comment ça se manifeste concrètement, le changement de température? Vous voyez sur la figure de gauche, okay, chaque petite pastille représente la température d'une année. En bas, vous voyez l'échelle, quand c'est mauve foncé, on peut dire que c'est de 13,5 degrés, et en jaune, on est rendu à 15 degrés. Donc, vous voyez en haut à gauche, c'est 1850, c'est la température vraiment moyenne sur la Terre. Okay?
Et on voit graduellement. Si on descend de passer en bas, 1851, 1852, etc., vous pouvez suivre comme ça. Et on voit que, qu'il y a des variations. Il y a une année, les années se suivent. Il y en a des fois qui sont un petit peu plus froides, un petit peu plus chaudes. Mais on voit vraiment le changement graduel qui se produit quand on voit apparaître justement des températures de plus en plus vertes, de plus en plus jaunes. OK? Et donc, qui nous amène à un changement donc de température observée qui est de plus de 1 degré. Et ça, c'est donc observé et qu'on peut attribuer directement aux augmentations de concentration de gaz à effet de serre dont je vous ai parlé précédemment. À droite, ce qu'on voit, c'est une carte globale de l'évolution des températures en surface entre 1901 et 2012. Et donc, ce qu'on voit, c'est la différence de température donc sur 112 ans. Ce qu'on voit, c'est qu'en général, presque partout, c'est des couleurs chaudes, donc du rouge, du mauve, sauf un petit endroit au sud du Groenland. Vous voyez un petit spot bleu pâle, là. Mais à peu près partout, donc c'est des augmentations de température qui sont observées depuis 112 ans. Vous pouvez peut-être vous demander, c'est quoi les carrés blancs? C'est des endroits où on n'avait pas suffisamment de données pour pouvoir faire la tendance sur cette période-là, donc sur 112 ans. Parce qu'évidemment, pour ce qui est des données observées en Arctique et en Antarctique, ça demande des moyens techniques qu'on a maintenant, mais qu'on n'avait pas à l'époque. Mais on voit vraiment donc qu'il y a un changement qui est observé vraiment partout. Et en fait, là, je vous ai montré les températures, mais il y a d'autres facteurs qu'on peut regarder et qui ont été observés partout. Donc, cette figure-là, elle montre, par exemple, on voit qu'il y a des diminutions du couvert de glace, augmentation de la contenu de chaleur dans l'océan, les glaciers qui fondent, l'augmentation du niveau de la mer, par exemple, qui est associée au fait que la quantité d'énergie dans l'océan augmente et l'eau prend plus de place que la glace. Donc, il y a vraiment une expansion thermique de l'océan et il y a aussi, évidemment, la fonte des glaces qui est un apport d'eau aussi. Donc, il y a plein de manifestations du changement climatique qui sont reliées à l'augmentation de l'énergie dans le système climatique et donc qui nous permettent de vraiment de voir qu'il y a des changements, pas juste au niveau des températures. D'une manière un peu plus concrète, plus près de nous, je vous montre ici, je vais vous montrer les changements observés au sud du Québec, ok? Et ce sont des changements qui ont été calculés sur des stations météo d'Environnement Canada, et ce sont des tendances, des changements de température moyenne annuelle sur 61 ans, donc de 1950 à 2011, ok? Et quand ce sont des triangles rouges vers le haut, c'est où les stations montrent des augmentations de température. Et en fait, il y a des augmentations de température partout. Vous ne trouvez pas aucun triangle mauve. Donc, toutes les stations dans le sud du Québec montrent des augmentations de température qui vont entre 1, 2 degrés, parfois jusqu'à 3 degrés. Okay? Ça, c'est au niveau des températures annuelles. Et la figure suivante que vous voyez apparaître maintenant, c'est au niveau des précipitations totales. Donc là, c'est toute pluie et neige confondues. Le signal est plus difficile à voir, comme vous pouvez remarquer. Il y a beaucoup de triangles qui sont vides, qui sont à ce moment-là quand on est moins certain statistiquement de la réponse. Mais on voit que globalement, il y a une augmentation des précipitations au sud du Québec. En fait, ça se traduit surtout par une augmentation des précipitations liquides, donc sous forme de pluie, et une diminution des précipitations sous forme de neige. Donc, ça tresse un portrait vraiment bref des changements climatiques, la science. Et puis, donc, si vous avez des questions, je pense que c'est le... Oui, on a commencé à recevoir de vos questions, donc continuez à en écrire. Merci beaucoup. Alors, première question, Dominique, je la lis. Dans le passé, on s'est inquiété des pluies acides. Ensuite, on s'est inquiété du trou dans la couche d'ozone. Ces phénomènes sont-ils corrigés actuellement? Quelle est la différence de gravité avec les changements climatiques? Oui. Au niveau des pluies acides et du trou dans la couche d'ozone, c'est soit réglé ou en voie d'être réglé. Le trou dans la couche d'ozone, d'ici, je dirais, 20 ou 30 ans à peu près, ça va être réglé parce que c'était un problème qui était, en fait, très facile, entre guillemets, à solutionner parce que c'était dû à quelque chose de très précis. C'était un gaz en particulier qui amenait des réactions chimiques dans l'atmosphère qui faisaient en sorte qu'il y avait et fallait simplement trouver un gaz de remplacement et ça a été fait.
Au niveau du changement climatique, le problème, c'est que c'est tout notre système énergétique au complet qu'il faut remettre en cause. C'est toute l'utilisation des combustibles fossiles. Donc, pensez à toute l'énergie qui est utilisée. C'est le charbon, c'est le pétrole, c'est le gaz naturel. Et il faut vraiment, ça demande un changement de paradigme complet. C'est pas simple, c'est pas un gaz pour lequel il faut trouver un remplacement. C'est un phénomène naturel qu'on amplifie et aussi qui est un autre problème, c'est que les gaz à effet de serre, dont le CO2, peuvent rester dans l'atmosphère des centaines d'années. Donc, ça a un effet vraiment à très long terme. Et ça demande aussi une participation, c'est que il faut que tous les pays s'entendent pour trouver une solution ensemble. Donc, le problème est beaucoup plus complexe. Mais évidemment, le fait qu'on ait pu trouver des solutions, par exemple, à la couche d'ozone, ça donne de l'espoir aussi, comme quoi il y a peut-être moyen d'y parvenir. Merci. Nouvelle question. Donc, que répondez-vous aux climato-sceptiques qui doutent du fait que les changements climatiques sont le résultat de l'activité humaine, d'autant plus que de nombreuses études disent que les phénomènes sont complexes et difficiles à mesurer avec certitude? C'est évident que c'est des phénomènes qui sont très complexes, mais comme j'ai mentionné brièvement, ça fait à peu près 200 ans que les scientifiques étudient la question et toutes les questions en fait que les climato-sceptiques souvent soulèvent, les scientifiques se les sont posées dans le passé. Par exemple, est-ce que c'est le soleil? Est-ce que c'est le volcan? Est-ce qu'on sort d'une glaciation? Et ça fait donc, comme je disais, 200 ans qu'on se pose ces questions-là et qu'on a réussi à trouver des réponses. Et donc, à expliquer les phénomènes autant de manière physique qu'à les mesurer. Vraiment, au niveau de la mesure du changement climatique, il n'y a plus de doute. Surtout qu'on va vraiment au niveau des scientifiques qui travaillent sur le sujet. C'est clair que si on pose des questions à des gens qui sont pas dans le domaine, des fois, ils ont des visions, je dirais, incomplètes qui mènent à des conclusions différentes. Mais les gens qui travaillent dans le domaine, c'est un consensus mondial au niveau de tous les scientifiques qui travaillent dans le domaine. Et c'est quelque chose qui est vraiment observé et compris tout à fait. Il n'y a plus aucune hésitation à ce niveau-là. Super. Une dernière question avant de passer au prochain bloc. Alors, dans le passé, on s'était inquiété des pluies acides. Ensuite, on s'est inquiété du trou. Ça, je l'ai dit tout à l'heure. Hein? Ouais. C'était une bonne question. En fait, ça résume les deux principales questions qu'on avait ciblées pour le moment. Donc, continuez quand même à envoyer vos questions. Comme je disais tout à l'heure, on va continuer d'y répondre. Si c'est pas par rapport au bloc 1, on va y répondre un peu plus tard. Donc, pour le bloc 2, maintenant, on va poursuivre avec Dominique. Donc, on va se projeter dans le futur en comprenant un peu mieux qu'est-ce que ça veut dire les projections climatiques. Donc, les projections climatiques, c'est le mot qu'on utilise pour les simulations de modèles, vraiment les gros outils informatiques qu'on utilise pour étudier le climat du futur. On appelle ça des projections climatiques. Et ce dont on a besoin, donc, pour faire une projection climatique, on a besoin de deux choses principalement. Un modèle climatique, comme juste un gros programme informatique, et on a besoin de quelqu'un, évidemment, qui bâtit ce programme-là et qui le fait tourner. C'est donc le petit monsieur, le petit geek avec ses cœurs. C'est ce que je fais comme travail, d'ailleurs. Et on a besoin aussi d'un scénario d'émission parce que quand on étudie le climat du passé, on a pu mesurer les concentrations de gaz à effet de serre et d'autres particules, les aérosols et tout ça, les émissions volcaniques. Mais pour le futur, on les connaît pas, donc on a besoin d'imaginer ce qui va arriver, par exemple, d'ici 2100. Et je vais vous expliquer donc dans cette partie-là un petit peu plus qu'est-ce qu'un modèle climatique, qu'est-ce qu'un scénario d'émission, puis je vais vous montrer aussi également une animation de modèle pour que vous puissiez vous faire une image un peu plus concrète. Donc, un modèle climatique, en fait, comme je disais, c'est une espèce de programme informatique que vous pouvez imaginer un peu comme une série de blocs Lego qui entourent la Terre. Donc, on va représenter, en fait, tous les phénomènes physiques par des équations mathématiques et on va donc trouver des solutions à ces équations mathématiques-là. Vous voyez, la Terre est divisée en blocs et pour chaque bloc, on voit à gauche une boîte où c'est écrit Physical Processes in a Model. Ça, ce sont ce qui est représenté à l'intérieur de chaque petit bloc. OK? Donc, à l'intérieur de chaque bloc, on va représenter, par exemple, les différents types de nuages, les différents types de précipitations, les changements, les échanges au niveau radiatif. Il va y avoir l'accumulation de la neige, la fonte. Il va y avoir des arbres. Il va y avoir différentes couches de sol dans lesquelles il va y avoir différents types de sol également. Il va y avoir également un océan et tout ça. Et donc, tout ça, c'est comme transcrit en équations mathématiques qu'on va résoudre sur un ordinateur.
Les modèles, ça fait à peu près 40-50 ans qu'on les développe et en fait, souvent, ce sont les mêmes programmes qu'on améliore constamment. Ok, donc, c'est pas qu'on a rebâti tout le temps, c'est toujours les programmes qui sont validés, qui sont évalués et donc qu'on améliore. Au début des années 70, c'était quelque chose d'assez simple. Donc, c'était l'atmosphère généralement, il y avait du CO2, soleil, un peu de pluie et tranquillement, comme vous voyez sur la figure, on a commencé à ajouter évidemment des phénomènes plus complexes, notamment, par exemple, la surface, l'activité volcanique, un océan de plus en plus complexe, la végétation interactive maintenant, donc dans le sens que la végétation va elle-même émettre du carbone, il va y avoir tous les cycles biogéochimiques, donc le cycle du carbone, le cycle du phosphate, par exemple, du phosphore, pardon, qui est inclus dans les modèles. Et donc, ça va nous permettre de représenter le système climatique dans son ensemble. Et tout ça est interrelié. Donc, si, par exemple, on change quelque chose au niveau de l'océan, ça va avoir une influence, par exemple, sur l'évaporation de l'eau, ça va avoir une influence sur les nuages qui vont être formés et sur la pluie qui va tomber ailleurs. Donc, c'est vraiment un modèle qui est basé sur la physique des phénomènes. Et là, donc, à l'acétate suivante, je voulais vous montrer de quoi ça a l'air, un modèle qui tourne. Donc, je ne sais pas s'il y a moyen de partir l'animation. Oui, exactement. Super, merci. Donc, ce que vous voyez, c'est comme deux modèles, un par-dessus l'autre. En gros, vraiment, vous voyez toute l'Amérique du Nord. Vous voyez les tuiles de modèle environ 300 km de résolution, ce qui s'appelle un modèle global, qui tourne sur la Terre en entier. Et ce que vous voyez à droite, la partie, c'est un modèle régional qui, parce qu'il couvre seulement une petite partie, nous permet d'aller à des résolutions beaucoup plus élevées. Et la résolution, c'est le côté d'un carré qu'on voit là. Et dans le petit, pour le modèle régional, c'est donc 12 km de résolution à peu près. Et donc, on voit que quand on passe à 12 km de résolution, on voit vraiment comme les systèmes météo. Et un modèle climatique, c'est ce que ça fait. Ça représente la météo de la même manière qu'un modèle de prévision, sauf qu'au lieu de faire une prévision météorologique pour 10 jours, on va tourner un modèle climatique souvent sur une période de 150 ans. On va tourner de 1850 ou 1950, on va aller jusqu'en 2100. Okay? Donc, on va vraiment voir le changement climatique. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend toute la météo et on fait des statistiques. On va regarder, par exemple, ça va être quoi le climat de 1950 à 1980, le climat de 1980 à 2010, etc. On va jusqu'en 2100 et ça nous permet de faire du changement climatique. Donc, ça, c'est pour la partie modèle. Ensuite, l'autre partie dont je disais qu'on avait besoin, ce sont les scénarios d'émissions. Quand on va dans le passé, comme je dis, on va prendre simplement les scénarios d'émissions qui ont été observés, concentration de gaz à effet de serre, les particules aérosols qui sont des particules de suie très fines, les éruptions volcaniques, tout ça en fait partie. Mais quand on va dans le futur, qu'est-ce qu'on fait? Et comment c'est développé, c'est que l'ONU a développé ce qu'on appelle donc des différents scénarios liés au développement socio-économique. Et là, il y a plein d'incertitudes quant au développement socio-économique quand on va jusqu'en 2100. Évidemment, quelles vont être les technologies utilisées? Ça va être quoi la population sur la Terre? Est-ce qu'il va y avoir des ententes internationales qui vont fonctionner? Est-ce qu'on va réduire nos émissions? Est-ce qu'on va aller vers les énergies renouvelables ou on va continuer à développer le charbon ou le pétrole, par exemple? Okay? Et ça va faire en sorte que la réponse en 2100 va être complètement différente. Donc, il y a 4 scénarios principaux que je vous montre ici. Il y a ce qu'on appelle, leur nom technique, c'est RCP, là. Donc de 2.6 à 8.5. Le RCP 2.6, c'est celui où il y a une forte atténuation, vraiment où on diminue fortement les émissions de gaz à effet de serre très rapidement. Donc, d'ici 3-4 ans, il faudrait vraiment qu'il y ait déjà un changement au niveau mondial, au niveau des émissions. Le RCP 8.5, c'est un peu une croissance. En fait, si on continue un petit peu comme maintenant. Donc, on continue toujours d'émettre des gaz à effet de serre. Et donc, on va se retrouver, par exemple, ce que vous allez voir apparaître là, c'est donc les températures pour différents modèles. Ces modèles donnent pas tous exactement la réponse. Pour un RCP 2.6, on voit donc qu'il va y avoir à peu près 1 degré de changement par rapport à maintenant ou 2 degrés par rapport à 1900. Donc, on prend la température moyenne de 1900 jusqu'en 2100, on va avoir un changement de température jusqu'en en 2100 de 2 degrés. Si vous regardez la courbe du haut, qui est la courbe associée au scénario le plus d'émissions, à ce moment-là, on va se trouver avec un changement climatique moyen sur la Terre d'à peu près 5 degrés de 1900 à 2100. Okay? Et ce qu'on voit aussi, la différence entre les courbes, c'est que
c'est vraiment très important ce qu'on va émettre. C'est ce qui va faire en sorte qu'on va avoir un changement climatique très prononcé ou beaucoup plus faible. Si on émet beaucoup, on va avoir un changement moyen de 5 degrés sur la Terre. Si on émet peu, on va avoir un changement climatique moyen de à peu près 2 degrés. Et, OK, bon, c'est ça. Et c'est ce qu'on voit ici. Donc, selon la réduction, selon ce qu'on va émettre comme gaz à effet de serre, on va avoir un changement climatique qui est très différent. Et la figure que je vous montre ensuite, vous allez voir à gauche, c'est le changement de température en 2100 par rapport à la fin du siècle dernier. À gauche, c'est si on a une réduction forte de GES, puis GES, c'est pour gaz à effet de serre, et à droite, si on continue à émettre les gaz à effet de serre semblables à maintenant. Vous voyez, quand les deux, il y en a un qui est plus jaune, l'autre est très rouge, et vous voyez l'échelle en bas. J'ai encerclé ce qui se passerait au Québec selon les 2 scénarios d'émissions. Donc, si on limite vraiment au niveau mondial les émissions de gaz à effet de serre, c'est un changement climatique au Québec de 1,5 degré à 2 degrés. Mais si on continue à émettre beaucoup de gaz à effet de serre, on se retrouve plus entre 5 et 7 degrés au Québec. Donc, c'est un changement climatique qui est vraiment très prononcé. Et pour conclure donc cette partie-là, juste les flèches, on bouge un peu. Vous dire en fait, donc on se retrouve avec différentes sources d'incertitude dans le sens. Incertitude, c'est pas qu'on est, ça veut pas dire qu'on est incertain. C'est juste faut mettre comme une espèce d'enveloppe autour de la réponse. Et il y a donc 3 sources d'incertitude. Il y a la variabilité naturelle, il y a le fait que des fois il y a des années plus froides, des années plus chaudes. Il y a l'incertitude scientifique et technique, donc associée aux modèles. Les modèles sont pas tous pareils, ils n'ont pas tous les mêmes qualités, les mêmes défauts, ils donnent pas tous exactement la même réponse. Et la principale incertitude, c'est les incertitudes socio-économiques. Et tout ça va faire en sorte que quand on a besoin d'utiliser les résultats des modèles, on va utiliser des scénarios climatiques. Et c'est ce dont Travis va vous parler au bloc suivant. C'est vraiment, les scénarios vont permettre d'avoir une utilisation plus simple de tout ce qui est produit par les modèles, notamment à cause de ces 3 sources d'incertitude-là. Merci Dominique. Donc, avant de passer au prochain bloc, on va évidemment passer aux questions. Donc, on a 3 bonnes questions ici pour toi, Dominique. Première question, quels sont les effets de la déforestation sur le changement climatique? Oui. En fait, les effets de la déforestation, c'est quand même assez important. C'est tenu compte dans les modèles, juste pour si jamais vous vous posez la question là. Et en fait, évidemment, quand on parle d'endroits où il y a énormément où la forêt est très très dense comme en Amazonie et tout ça, c'est un effet qui est en fait c'est négatif, pas seulement à cause du fait qu'on n'a plus d'arbres, mais aussi la couleur du sol qui change. Il y a des effets beaucoup au niveau de l'hydrologie en fait souvent, ce qui fait que vraiment la déforestation ça a un effet négatif, donc ça amplifie le changement climatique. OK. Il y a plusieurs cycles de glaciation par le passé. Oui. Est-ce que, avec le réchauffement climatique, ces cycles de glaciation ne se reproduiront plus? Si on continue comme on est, en fait, s'il n'y avait pas le changement climatique par les humains, maintenant, on s'en irait tranquillement d'ici, 25 000 ans, 20 000 ans à peu près, dans un nouveau cycle glaciaire. Mais là, le changement climatique qu'on va faire depuis 2100, c'est du même ordre de grandeur qu'un changement climatique quand il y a une glaciation. Donc, effectivement, le prochain cycle de glaciation, qui n'aura pas lieu parce que on va avoir un changement climatique que nous, on fait, anthropique, les humains, d'à peu près 4-5 degrés. Et quand il y a une glaciation, c'est un changement aussi de 4-5 degrés. Donc, on est vraiment en train de perturber complètement ce cycle naturel-là. Parfait. Ça répond bien à la question. Une autre question de Madame Grenier. Alors, qu'est-ce qui explique que l'augmentation de la température sera plus grande au pôle Nord? OK, c'est principalement dû à cause de la fonte des glaces. Quand je vous ai parlé de l'effet de serre, j'ai dit brièvement qu'il y avait une partie du rayonnement solaire qui rebondissait, là, c'est sur les nuages et sur les glaces, parce que c'est blanc, en fait. Vous savez, si vous portez un chandail blanc en été, vous aurez moins chaud que si vous portez un chandail noir. Et c'est un peu le même effet. Là, donc, au fur et à mesure que la température se réchauffe, la glace fond. Donc, on se retrouve avec une surface qui est beaucoup plus foncée, qui absorbe beaucoup plus de rayonnement. Et ça fait fondre encore plus de glace. Et c'est pour ça que le réchauffement est plus élevé au nord. À partir du moment où il n'y aura plus de glace, cet effet-là va comme disparaître un petit peu. Mais pour l'instant, il va y avoir encore de la glace pendant longtemps, là, en hiver notamment, en Arctique. Et donc, c'est vraiment à cause de ça. C'est l'effet de rétroaction de la fonte des glaces. Parfait. On a le temps pour une dernière question. Alors,
Quel est l'effet tampon des océans en rapport avec l'absorption du CO2? Oui. On a longtemps cru que tout le CO2 qu'on émettait dans l'atmosphère pourrait être absorbé par les océans. Mais en fait, on s'est rendu compte que c'est pas vrai. L'océan a absorbé quand même beaucoup de ce qu'on a émis, mais cet effet tampon-là, en fait, diminue avec le changement de température. Plus la température de l'océan augmente, moins l'océan est capable d'absorber du CO2. Okay? Et en plus, un autre problème qui est relié à ça, c'est que le CO2 qui est absorbé dans l'océan va amener des changements au niveau des réactions chimiques et c'est ce qui entraîne une acidification des océans. Okay? Donc, même si le CO2 était absorbé par l'océan, on voudrait pas que ça se produise parce que ça amène des changements vraiment au niveau de la chimie de l'océan. Et c'est un problème qui est vraiment très, très, très important. Et de toute façon, comme je disais, plus la température augmente, moins cet effet-là est... Puis, je prends une dernière question, en fait, parce que ça fait un lien avec ce que tu disais tout à l'heure. Alors, vous dites que la glace prend moins de place que l'eau. Est-ce que c'est parce que la glace flotte? Est-ce que la glace, elle est plus volumineuse que l'eau? En fait, c'est juste si vous prenez un bloc de glace, la glace prend la même quantité d'eau que l'eau liquide, mais le volume occupé est simplement plus... Excusez, je suis en train de m'embrouiller dans mes questions. Je pense que... Excusez. Oui, non, c'est ça. En fait, c'est parce que la glace, ça flotte, mais excusez, je vais y arriver. Je suis désolée. OK. Quand la glace fond, en fait, évidemment, la glace qui est déjà sur l'eau, la glace marine, contribue pas à l'augmentation de la masse d'eau. OK? C'est la glace qui provient de la terre. C'est ça qui est une quantité d'eau supplémentaire parce que le volume occupé par la glace est différent, mais c'est pas cet apport d'eau-là qui est important. Ce qui est important, par contre, c'est au niveau de l'espace occupé par l'eau en tant que telle. L'eau qui est plus froide prend moins d'espace que l'eau qui est plus chaude. Okay? Donc, pour une même juste le fait qu'il y ait plus d'énergie au niveau dans l'océan pour l'eau, la température augmente et donc c'est une expansion thermique au niveau de l'eau. C'est pas l'apport de la glace. J'espère que j'ai fini par me débrouiller, excusez. Merci beaucoup, Dominique. Donc, c'est ce qui conclut le deuxième bloc. À ce moment-ci, en fait, on comprend mieux comment se produisent les changements climatiques. On a réussi aussi à démystifier les projections climatiques. Donc, maintenant, à l'aide de Travis, on va voir comment on peut produire des scénarios climatiques à l'échelle du Québec, puis spécifiquement aux régions cultivées. Donc, Travis, je te laisse aller là-dessus. Oui, parfait. Donc, c'est ça. Je vais expliquer un peu comment on fait les scénarios climatiques, puis je vais parler beaucoup plus en lien avec le projet spécifique de l'agri-climat. Donc, quelques exemples, etc., tirés des résultats qu'on a eus jusqu'à présent. Donc, la construction de scénarios climatiques, donc, comme on avait mentionné, évidemment, on va se baser sur les outils qu'on a, donc les modèles climatiques, qui sont alimentés, eux, par les scénarios d'émissions. Tout ça ensemble, normalement, comme on a mentionné, on va prendre plusieurs différents modèles parce qu'ils sont tous très complexes, mais il n'y en a pas un qui est parfait. Donc, il y a des failles et des forces chacun. Donc, tout ça ensemble, ça va nous créer ce qu'on appelle un ensemble de simulations climatiques ou des projections climatiques. Donc, on parle ici d'une montagne de données. Donc, la météo, pour chaque jour, des fois, au bloc de 6 heures sur une période de 100 ans. Donc, ça fait une énorme quantité de données à traiter. Donc, ça, c'est quasiment impossible qu'on peut fournir ça à nos usagers. Ça dépend qui, là, mais on parle avec les producteurs agricoles. C'est pas très utilisable dans ce format-là. Donc, l'idée de faire des scénarios climatiques, en fait, c'est de passer de cette montagne de données-là pour produire à droite dans le schéma ici, soit une sélection de ces données-là, des fois, ou bien de produire des autres formats. Donc, ça peut être en forme de carte ou de figure que les gens peuvent utiliser. Donc, c'est un peu ça l'idée de faire des scénarios. Vous allez remarquer qu'on n'est pas très original. Donc, on a des scénarios d'émissions
à gauche, puis on a des scénarios climatiques, donc c'est pas du tout la même chose. Mais bon, on est des scientifiques, on n'est pas des artistes, donc on a des scénarios climatiques. Puis ça, c'est vraiment des outils, une boîte d'outils pour les gens un peu plus sur le terrain. Donc l'idée de sélectionner puis de faire la simplification ou la distillation, faire sortir le message important parmi toutes ces montagnes de données là. Donc pour le projet Agriclimat, en fait, si on regarde la carte ici, l'idée c'est de produire une boîte d'outils, de scénarios, de cartes, puis de figures, puis de données, des tableaux pour chacune de nos régions d'études. Donc ici, on a la forme, les petits contours noirs. En fait, ça vient d'un autre outil qui a déjà été produit. C'est de l'Atlas agroclimatique du Québec qui a été fait avec la collaboration d'Ouranos aussi il y a quelques années. Donc on garde un peu le même découpage. Mais ici, ce qu'on va faire, on va vraiment zoomer, puis on va couper ce terrain du sud du Québec par les régions administratives. Donc, on a 1 à 15, le contour de l'Atlas agroclimatique, mais coupé avec les frontières des régions administratives. Puis aujourd'hui, on va se concentrer sur un exemple, le numéro 6, donc le Montérégie. Donc, c'est un exemple. On l'a fait tous les calculs en premier, comme une étude. Puis c'est une région qui est quand même très importante au niveau de la production agricole, que tout le monde, je pense, même si tu es en Abitibi, tu sais un peu ce qui se passe au niveau de la production agricole en Montérégie. Donc, c'est un exemple qu'on va utiliser aujourd'hui pour le webinaire. Donc, un peu en sommaire, donc les scénarios, c'est une représentation simplifiée et plausible du climat futur. Typiquement, ce qu'on va faire, on va toujours vous donner, deux côtés. On va donner les informations sur le climat actuel ou historique, puis aussi le climat futur pour pouvoir comparer. Donc, une base de référence. C'est de l'information adaptée aux besoins des usagers. Donc, les scénarios qu'on fait pour le projet Agriclimat sont similaires à ce qu'on fait dans d'autres projets, mais pas exactement. On va vraiment essayer de changer le format le plus possible pour que ça soit utile puis compréhensible pour les gens qui vont l'utiliser. Puis, c'est ça. Dans le projet ici, c'est vraiment de fournir une boîte d'outils avec lesquels les producteurs peuvent commencer à penser à des plans d'adaptation pour chacune des régions. Bon, c'est quoi les enjeux qui s'en viennent? Y a-t-il des opportunités même? Donc, c'est avec ça, c'est ça l'idée, dans le fond, pour les prochaines phases du projet. C'est d'aller rencontrer les gens dans chacune de ces régions-là avec les résultats des scénarios. Donc, pour chacune des régions, c'est ça, on fait des calculs sur beaucoup d'indicateurs puis de variables climatiques qui sont d'intérêt pour l'agriculture. Donc, des choses de base. Évidemment, les températures moyennes et précipitations totales, là, c'est très clair qu'il y a un lien avec la production. Mais aussi, le reste des indicateurs, c'est vraiment tiré de l'autre outil, l'Atlas agroclimatique, qui a quand même été utilisé beaucoup. Donc, la saison de croissance, la saison de gel, les choses très spécifiques comme les unités thermiques maïs qui étaient inclus dans la tasse. On garde la même formule de calcul, etc., puis qu'on essaie de garder en lien avec ce qui a été produit par le passé pour faire une continuité avec les outils. Donc, il y a une liste assez vaste en termes de calculs qui ont été faits. Donc, un exemple rapidement. Donc, ici, on a notre zoom sur la Montérégie. On va juste faire un petit topo rapide sur des changements en termes annuels. Donc, ici, on fait un zoom sur la Montérégie. On voit, ça, c'est notre carte historique, une moyenne sur la période de 1981 à 2010. Donc, comme Dominique mentionnait, on parle toujours des moyennes de 30 ans. Donc, on voit un petit gradient un petit peu plus froid à l'est, on s'approche au canton de l'est, un petit peu plus chaud dans le sud et aussi dans le coin autour de Montréal. Mais puis en bas à gauche dans la figure, on a un petit sommaire. Donc, la moyenne sur toute la région historique, on parle d'une moyenne annuelle d'à peu près 6,5 degrés Celsius sur l'année. Donc, si on passe à la carte suivante, on peut voir, évidemment, on s'attend à un réchauffement. Donc, on passe de bleu pâle à quelque chose de plus dans l'orange ou le rouge. Donc, en moyenne, sur la région, on parle d'une augmentation de 2,75 degrés Celsius. Donc, je vais juste faire un ajout ici. Dans chacune des cartes, tous les résultats qui vont être présentés, je vais essayer de donner, pour pas
complexifier les choses sur les figures. On parle toujours un peu de la valeur centrale parmi toute la gamme de changements qui sont possibles. Donc, ma collègue Dominique avait parlé des incertitudes, des différents modèles, des différents scénarios de gaz à effet de serre. Ce qui est présenté dans le carte, c'est vraiment la valeur un peu centrale parmi cette gamme-là. Puis, en bas à gauche encore, dans le sommaire régional, on peut voir dans la partie future, le changement futur 2041-2070, on peut voir un peu les informations sur le consensus ici. Donc ici, on voit qu'il y a quand même une gamme parmi les différentes projections futures qui disent, bon, l'augmentation, dans certains cas, ça peut être un petit peu moins 1,6 degrés jusqu'à quelque chose d'un petit peu plus fort. Mais c'est pas vraiment le but de l'outil. On parle avec les gens qui sont pas experts nécessairement, donc on fait une carte assez simple, mais il y a quand même de l'information un peu sur le niveau de consensus dans les scénarios qui ont été produits. Donc, ça, c'est la température annuelle. L'autre côté, c'est des précipitations. Ici, on voit un petit peu plus de gradient en termes des quantités, mais on gravite autour d'une moyenne d'à peu près 1000 mm de précipitations sur la région au complet. Puis, si on passe dans le futur, en moyenne sur la région, on parle d'une augmentation de 70 mm de plus. Encore là, c'est la valeur un peu centrale en termes de changement. Donc, on parle d'à peu près 7-10 % d'augmentation, mettons, sur la région annuellement. Donc, ça, c'est les changements juste au niveau de toute l'année ensemble, mais on sait que, surtout en agriculture, il y a une saisonnalité qui est très importante pour la planification. Donc, une autre moyenne de regarder les valeurs pour la région. Donc, ici, on va regarder pour chaque mois de l'année les valeurs de température en haut puis de précipitation totale en bas. On va essayer de regarder, bon, la moyenne sur toute la région, ben, c'est quoi à peu près la saisonnalité. Donc, ici, en haut, on voit que plus chaud en juillet, donc les températures moyennes autour de 20 degrés, plus froid en hiver. Puis si on divise l'année très, très simplement avec le seuil zéro, on peut dire, bon, il y a une saison chaude qui dure à peu près 250 jours, 245 jours. Puis en moyenne, on fluctue entre 65 et 100 mm de précipitations par mois, avec un maximum un petit peu plus en été. Donc ça, c'est pour la région au complet. Donc, si on superpose nos courbes futures, on peut regarder au niveau qu'est-ce qui s'en vient. Encore là, c'est la valeur un peu centrale, mais évidemment, on s'attend à les augmentations de température. Donc, pour toutes les saisons, tous les mois, on voit qu'il y a une augmentation. Donc, la courbe rouge est plus haut que la courbe noire pour les températures. On le voit pas très bien sur la figure ici, mais il y a une petite amplification pour la saison hivernale, un petit peu plus d'augmentation au niveau des températures. Au niveau des précipitations totales, ce qu'on voit, c'est oui des augmentations, mais surtout dans les saisons autres que l'été. Donc ça peut avoir des influences plus tard. On va en parler saison par saison, plus en détail dans le bloc 4. Donc pas nécessairement beaucoup plus de précipitations en été, mais quand même plus chaud. Qu'est-ce que ça va faire au niveau de l'eau dans le sol, etc. Ça peut avoir des implications à ce niveau-là. Donc ça, c'est un peu le snapshot, si tu veux, de la saisonnalité. Qu'est-ce que ça peut apporter au niveau de la planification, le début de la saison, etc. Donc c'est une autre façon de présenter les choses. Mais des fois, même avec ça, c'est difficile d'avoir une vision pour les gens qui sont pas les climatologues. Qu'est-ce que ça veut dire plus 2 degrés en été? Là, j'augmente un petit peu les températures. Donc, un autre outil qui a été produit dans le cadre du projet, c'est... Oups, attends, là, j'en ai un. Là, je suis allé trop vite. Donc, au niveau de la saison de croissance, donc, ce prolongement-là, le réchauffement, évidemment, on va gagner dans notre saison chaude un petit peu des deux bords. Donc, on augmente un peu notre saison de production. Donc, ici, on passe de 215 à 240 jours en moyenne. Donc, une augmentation de 25 jours quand même, c'est pas négligeable, j'imagine. Mais c'est ça, tous ces changements-là, des fois, c'est difficile d'avoir une vision de qu'est-ce que ça va dire, c'est quoi l'ampleur de ce changement-là. Donc, un autre outil qu'on utilise des fois, qui est très simplifié, mais est quand même bien pour expliquer des choses, c'est ce qu'on appelle un analogue spatial. Donc ici, on s'est concentré vraiment sur la saison avril à octobre,
Puis là, on parle seulement des températures et des précipitations, un petit mise en garde. Donc, un analogue spatial, qu'est-ce que ça fait? En fait, ce qu'on essaie de faire, c'est pour notre région d'études, donc qui est en jaune, la Montérégie, on demande la question, est-ce qu'on peut trouver actuellement un climat qui est semblable à notre région, donc à la Montérégie? Donc, sans même faire une projection dans le futur, si on regarde en 2000, actuellement, la Montérégie, est-ce que ça ressemble à d'autres places sur une carte? Donc, on voit qu'on tombe bien, là, on couvre la vallée du Saint-Laurent, tant mieux. La Montérégie est couverte, puis des parties de l'est d'Ontario. Donc, ça, en ce moment, ça, c'est des zones qui sont assez similaires au niveau seulement encore des températures des précipitations pour les mois qui sont indiqués. Mais si on passe au futur, donc si on regarde dans le futur pour la période 2041 à 2070, pour les conditions qui sont projetées pour la Montérégie, où est-ce qu'on peut trouver aujourd'hui des conditions qui sont similaires à ça? Donc là, on voit qu'évidemment, avec un réchauffement, il faut qu'on aille chercher pas mal plus au sud. Puis les valeurs historiques qui ressemblent plus à la Montérégie au milieu du siècle, c'est plus dans l'Ohio ou dans la Pennsylvanie dans ce cas-là. Donc, c'est un outil qui est très simple. Il y a des désavantages aussi au niveau de la simplicité, mais au niveau de mettre une image sur l'ampleur puis un outil de communication, ça veut dire quoi le plus 3 degrés, etc. C'est quand même quelque chose d'intéressant qui peut être un complément à des autres types de figures et des cartes qui sont produits. Donc, ça, c'est au niveau des analogues spatiaux. Donc, on va arrêter là. Avant, le prochain bloc, c'est vraiment de passer dans la Montérégie de saison par saison, mais c'était juste un petit topo rapide sur les changements au niveau annuel. Ça va nous permettre de pouvoir répondre à quelques questions avant d'aller un peu plus saison par saison. Donc, est-ce que les outils de modélisation pourraient permettre de faire des prédictions sur de très courtes périodes, exemple 1 ou 2 ans? Est-ce que vous pouvez répondre à cette question? C'est difficile. Ben, je peux répondre, mais je dirais qu'en ce moment, présentement, c'est pas quelque chose qu'on est capable de faire. Ça, c'est vraiment le gros défi de combler entre les horizons à moyen terme qu'on appelle de 2041 à 2070. Puis ce qui existe présentement, Environnement Canada va produire des prévisions saisonnières. Est-ce que l'été, cette année, va être pluvieux, etc. Mais l'entre-deux, il y a beaucoup d'études qui ont été faites, mais jusqu'à présent, c'est quelque chose qu'on est vraiment... Il n'y a pas de capacité des modèles pour projeter quelque chose. Ouais. OK. Ouais. Dominique, est-ce que tu avais quelque chose à ajouter? Ben, c'est juste ce que je veux dire, parce que c'est la variabilité naturelle qui est importante pour les quelques prochaines années. Okay. Puis ça, c'est pas quelque chose que les modèles... Le modèle peut reproduire une prochaine année probable, mais il ne reproduira pas la prochaine année véridique. OK. Ouais. Parfait. Je pense que c'est un peu ça. C'est au niveau du timing. Qu'est-ce qui sent vraiment? Est-ce que l'année prochaine, ça va être vraiment chaud? On ne sait pas, mais c'est ça. Il va produire une année possible, mais c'est pas nécessairement très bien à prédire qu'est-ce qui s'en vient en vrai. Parfait. Existe-t-il l'équivalent de ce que vous présentez pour toutes les régions agricoles? Si oui, est-ce qu'il y a un lien où on peut trouver ces informations-là? Ben, en fait, c'est toutes les régions qui étaient sur la carte au début, là, c'est les mêmes types d'informations qui ont été produits dans le cadre du projet. OK. Donc, est-ce qu'ils vont être disponibles éventuellement? J'imagine que oui. Donc, éventuellement, ils vont être disponibles sur le site Internet. Sarah me fait comme ça. Mais l'idée, c'est de pas là, on va aller rencontrer les gens dans chacune des régions. OK. On va présenter le matériel, puis il y a des gens qui vont prendre le matériel eux-mêmes pour aller parler avec des syndicats, des producteurs, etc. Donc, c'est vraiment ça l'idée du projet. Donc, oui, le matériel a été produit, puis ça va être disponible aux gens pour l'utiliser. Parfait. Et à ces rencontres-là, en fait, c'est les producteurs intervenants qui pourront participer dans chacune des régions du Québec? Bien, je pense que ça va en bloc, là. Il y a des groupes de travail qui sont peut-être un petit peu plus restreints. Après ça, le groupe de travail, eux, ils vont aller parler avec Parfait. tout le monde. Donc, à venir bientôt.
Parfait. Une dernière question. Alors, est-ce que les changements que vous avez montrés sont différents d'une région à l'autre au Québec? On a vu le cas de la Montérégie, on va continuer à l'explorer. Mais est-ce que c'est un peu pareil partout au Québec ou la même ampleur, admettons? C'est à peu près pareil partout, dans toute la région. Il y a un petit gradient nord-sud, un peu à cause des choses que Dominique a mentionnées, à cause de... Plus on va vers les pôles, il y a une petite amplification, mais c'est vraiment, à notre échelle, le sud du Québec, c'est quand même très petit au niveau mondial. Okay. Donc, le gradient nord-sud est pas très apparent. Donc, oui, ce qu'on présente ici pour la Montérégie, c'est pas noir et blanc avec ce qui va être présenté pour l'Abitibi. Ça va être assez similaire avec une petite modification. Mais c'est pour ça aussi qu'on a décidé qu'on peut se permettre dans le webinaire de se focusser juste sur une région parce que les résultats sont quand même assez uniformes un peu partout dans le sud du Québec. Parfait. Donc, ça nous amène au prochain bloc, finalement, où on va se projeter à travers les saisons, comme on disait. Donc, on va se projeter au travers les saisons d'une année en Montérégie en 2050. Donc, Travis, je te laisse nous faire le portrait de la Montérégie 2050. Merci. Donc, on va commencer... c'est le début de l'hiver, en fait. C'est un peu la date du premier gel, la fin de la saison de gel. Donc, on va toujours faire une carte présent-futur. Donc, en ce moment, on fait le calcul de la saison sans gel, l'hiver va commencer à peu près le 12 octobre en moyenne. Donc, avec un seuil un peu particulier selon les formules de la tasse agroclimatique. Donc, c'est là. Puis, si on passe dans le futur, donc, on passe plus vers la fin octobre qu'on va voir la fin de la saison sans gel. Donc, c'est vraiment le début de l'hiver. Donc, une couple de semaines de plus qui s'ajoutent à la fin de la saison plus de production, j'imagine. Donc, ça peut avoir une influence un peu sur la planification des activités qui se passent un peu à la fin de l'année de production, je veux dire. Donc, évidemment, si on a une saison chaude de production plus longue, ça va empiéter un peu sur notre saison d'enneigement. Donc, la durée d'enneigement est sujette à être réduite. Donc, on perd un petit peu à l'automne aussi, mais le printemps aussi va arriver plus tôt. Donc, en moyenne, on parle d'une perte d'à peu près une quarantaine de jours sur la saison où il y a un couvert de neige. Donc, je vais juste faire un point. Ce qui sort des modèles dans le couvert de neige, c'est probablement un petit peu moins fiable que ce qui sort au niveau des températures et des précipitations. Donc, la gamme ici en bas à gauche, on voit qu'il y a quand même une large marge d'incertitude un peu sur cette sortie-là, mais dans tous les cas, on voit qu'il va y avoir une diminution. Donc, on est certain que la saison d'enneigement va diminuer. De combien exactement, c'est peut-être un peu à juger. Mais donc, le valeur centrale, c'est plus au niveau d'une diminution de 40 jours. Puis non seulement, donc, la saison est plus courte, mais aussi la profondeur de neige qui va s'accumuler pendant la saison, ça risque d'être réduit aussi. Donc, moins d'eau stockée pour le printemps. Donc, à la fin de l'hiver, évidemment, il fait plus chaud. Donc ici, on regarde un peu au niveau du régime hydrique. Donc, ce qu'on voit, c'est pour chacun des mois de l'année, c'est quoi le débit moyen dans un rivière, dans un bassin versant. Donc, le bleu foncé, c'est un peu ce qu'on a eu par l'historique. Puis, on voit encerclé en rouge, donc on s'attend à un dévancement de la crue. Donc, une fonte plus précoce parce qu'il fait plus chaud. Donc, on commence à avoir la fonte de la neige plus tôt dans la saison. Puis, pendant l'hiver aussi, on avait mentionné, bon, il fait plus chaud, on risque d'avoir une augmentation au niveau de la quantité de pluie liquide. Donc, on s'attend aussi à avoir un petit peu plus de débit d'eau dans les rivières que par le passé. Donc, un petit peu plus de débit puis des crues printanières plus précoces. Donc, un sommaire rapide. Donc, en termes de température, j'ai dit ça réchauffe partout, mais il y a une application un peu pour la saison hivernale, donc un petit peu plus d'augmentation. On s'attend quand même à des augmentations des quantités de précipitations totales. En lien avec les températures, l'augmentation, donc, on est plus chaud, donc il y a plus de chances d'avoir des fréquences de redoux, donc les journées avec des températures au-dessus de zéro.
évidemment, en lien avec ça, s'il y a des précipitations pendant les journées de redoux, donc évidemment, typiquement, ça va tomber plus en forme liquide qu'en neige, donc augmentation des quantités de précipitations liquides. Réduction des froids intenses, donc le nombre de journées qui fait très, très froid à moins 25, évidemment, ça c'est moins fréquente avec une augmentation. Puis la neige au sol, etc., ça risque la saison risque d'être plus courte et l'accumulation diminue aussi. Donc, c'est un peu ça le sommaire. Donc, dans les groupes de travail qu'on présente, on va un peu arrêter, on va faire passer les gens à penser c'est quoi les enjeux liés avec ces changements-là. Donc, ça, c'est la prochaine étape du projet. Au niveau du printemps, on parle, le début de la saison de croissance. On parle d'un début plus précoce, donc la planification de votre saison de production, vous allez avoir un devancement d'à peu près une dizaine de jours. Donc, on parle de mi-avril plus vers quelque chose de début avril, en moyenne, dans le futur. Puis la date du dernier gel, très similaire quand même. Donc, ça aussi, la date n'est pas exactement pareille, mais là, on parle d'un devancement. Le changement relatif, on parle d'une couple de semaines. Donc, peu importe si on parle de la saison de croissance ou de saison sans gel, etc., le changement relatif est quand même assez similaire. Donc, un devancement d'une semaine ou deux. Plus tôt. Au niveau des précipitations, on a vu dans la figure tantôt qu'on risque d'augmenter. Donc, pour le printemps, là, on parle les totales sur les mois de mars, avril, mai. Donc, ça, c'est notre définition classique en climatologie pour le printemps. Donc, une augmentation de 25 mm en moyen. Donc, là, c'est plus ça. Si on regarde la moyenne régionale, historique, on parle de 230 mm. Donc, c'est une augmentation plus au niveau de 10 % d'augmentation pour le futur. Donc, le sommaire pour le printemps, encore augmentation des températures, plus de précipitations aussi. Ça va avoir un effet sur la durée de la saison de croissance et aussi le dernier gel qui est plus hâtif. Puis, je répète un peu les choses sur le régime hydrique. La crue printanière va arriver plus tôt dans la saison aussi. Donc, sommaire sur le printemps. On va passer à l'été. Donc, les unités thermiques maïs, donc j'imagine que c'est très important pour le maïs. Donc, il y a une façon très particulière de le calculer. Là, on voit sur la Montérégie, dans la période actuelle, on est autour de 3200 UTM. Puis dans le futur, on parle d'une augmentation de un petit peu plus que 800 UTM annuellement. Donc, on a mis ça dans l'été parce que le gros de l'augmentation, c'est dû à les températures chaudes, en fait. Mais ça, c'est annuel. Donc, il y en a un petit peu qui est arrivé au printemps, puis peut-être même à l'automne. Donc, c'est en lien avec la saison de croissance. Donc, le cumul des UTM, ça va se passer vraiment sur une période un petit peu plus longue aussi, avec les températures plus chaudes. Donc, il y a un double effet qui vient s'ajouter dans ces cas-ci pour l'augmentation qu'on voit. Donc, c'est quand même assez important. Je ne connais pas vraiment l'indicateur à quel point, qu'est-ce que ça peut prédire exactement, mais c'est une augmentation assez importante, je pense, à ce niveau-là. Donc, dans l'été, évidemment, on parle souvent de plus des extrêmes que dans d'autres saisons. Donc, là, on va regarder plus au niveau des températures très, très chaudes. Donc, le nombre de jours pendant l'été avec la température maximale au-dessous de 30 degrés. Je ne vais pas surprendre grand monde si je dis que ça risque d'augmenter, mais dans la période historique, on parle de peut-être une dizaine de jours en moyenne avec des températures qui dépassent les 30 degrés. Puis si on va en période future, là, on va vraiment un gros saut. Donc, ça en passe du simple au double, même un petit peu plus. On parle d'une augmentation de 24 jours de plus pendant l'été où on va dépasser le 30 degrés. Puis là, on avait demandé si les résultats diffèrent selon les régions. Donc ça, ici, là, il y a vraiment un effet du seuil. On est quand même dans la région la plus au sud au Québec.
la moyenne en ce moment, on est en dessous de 30, là, mais on n'est pas si loin que ça. Fait qu'une petite augmentation, ça fait en sorte que, boum, tout d'un coup, il y a beaucoup de journées qui dépassent le 30 degrés. Dans d'autres régions plus frais, ça serait moindre. On va quand même augmenter de 3 degrés, mais en moyenne, on va rester à 25, 26, etc. Fait que c'est un peu l'effet de comment on calcule ça. C'est oui ou non, on est au-dessous ou pas. Donc, ça fait comme une explosion un peu dans les résultats. Donc, c'est un peu à interpréter à ce niveau-là. Puis ça, c'est un cas où les résultats risquent d'être différents dans les différentes régions. Donc, augmentation. Une autre façon de voir ça, c'est plus en évolution temporelle. Donc, pour chaque année, on peut voir à la fois l'enveloppe des scénarios, mais aussi des années individuelles en noir avec les petits points. Ça, c'est des années observées. Donc, vous pouvez imaginer une année qui était très, très chaude, avec une vingtaine de jours à mi-siècle. Ben, ça, c'est à peu près notre moyenne rendue au milieu de notre horizon futur, si tu veux. Donc, on passe vraiment à quelque chose qui est complètement différent de ce qu'on a vécu par le passé. Aussi, j'ai mentionné, on avait parlé dans le topo rapide qu'au niveau des précipitations d'été, on ne s'attend pas nécessairement à une grosse augmentation. Donc, ça reste à peu près similaire. Mais si on ajoute à ça une augmentation au niveau de la chaleur, ça peut avoir ça peut influencer le niveau d'eau dans le sol. Donc, ici, on parle d'un déficit hydrique. Très simplifié, on parle de les précipitations, puis on enlève les pertes en termes d'évapotranspiration. Donc, simplifié, on ne prend pas en compte les différences de type de sol. Donc, c'est vraiment plus un indicateur pour dire est-ce qu'il va faire plus sec ou pas dans le futur. Puis pas nécessairement la valeur en tant que telle, parce qu'on n'a pas d'informations sur les types de sol, etc., la texture qui peut influencer qu'est-ce qui reste dans le sol. Mais là, évidemment, ce qu'on voit dans le présent, on est déjà en déficit un peu. Donc, on gravite autour de moins 75 mm dans la partie à gauche, dans l'historique. Puis dans le futur, vu qu'on n'augmente pas nécessairement beaucoup nos précipitations, puis on a beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus d'énergie dans le système, on parle d'une augmentation de notre déficit ou encore moins d'eau disponible. Donc, en moyenne, moins 50 mm de moins en termes de quantité d'eau. Puis ça, si on revient à notre régime hydrique, notre hydrogramme, on voit un peu le même effet au niveau des niveaux d'eau pendant l'été. Donc, encerclé en rouge, on voit qu'il y a quand même une réduction qui est attendue au niveau des étiages. Donc, des étiages d'été et d'automne qui sont plus sévères et plus longs. Donc, c'est un peu la même histoire. Donc, un petit peu moins d'eau disponible pour les besoins, peut-être en irrigation, etc. Donc, la gestion de l'eau, ça peut être quand même quelque chose de très, très important dans la gestion puis le partage des ressources en eau aussi pour les autres besoins. C'est peut-être quelque chose. En termes des extrêmes de pluie, donc ça peut être une influence qui peut causer des dommages, des inondations, l'érosion le long des ruisseaux, etc. Donc, je ne veux pas donner de chiffres ici parce que c'est un peu des résultats en évolution, mais de plus en plus, ce qu'on voit, les grandes lignes, je pense qu'on peut les communiquer. En termes des extrêmes de pluie, si on parle soit des choses de courte durée, donc des orages qui durent une dizaine de minutes, etc., ou des événements de plus longue durée, sur 2-3 jours, etc., de plus en plus, les résultats montrent qu'on risque d'avoir une augmentation de l'intensité de ces événements-là. Donc, la quantité d'eau qui va tomber dans une certaine période, ça va être plus dans le futur. Donc, c'est un peu ça les grandes lignes pour les extrêmes. Ce qui est intéressant peut-être aussi de dire, c'est oui, il va y avoir des extrêmes de pluie plus intenses, mais pas nécessairement plus de journées. Donc, le nombre d'événements, on va avoir à peu près le même nombre de jours, mais les extrêmes, la quantité de pluie qui va tomber, c'est dans chaque cas, ça risque d'être un petit peu plus intense.
Donc, le summer pour l'été, donc plus chaud. Ça se traduit dans une augmentation dans les extrêmes de chaud et de canicule. Côté positif, peut-être, c'est au niveau des les choses comme les unités thermiques maïs ou des degrés jours de croissance, où on risque d'avoir une augmentation à la fois parce que la saison devient plus longue puis il fait plus chaud, etc. Au niveau des précipitations, donc, comme j'ai dit, il y a très peu de changements au niveau de la quantité totale, mais des journées d'extrême, là, on s'attend que ça risque d'être un petit peu plus intense. On prévoit un déficit hydrique qui risque d'être plus fort dans le futur, puis lié à ça, les étiages puis les niveaux d'eau dans les ruisseaux, ça risque d'être diminué aussi. Bon, dernière saison, c'est quasiment fini. À l'automne, je pense que ça va aller vite. C'est assez similaire à ce qui se passe au printemps, en fait. Donc, au niveau des précipitations, là, on parle en moyenne, on est autour de 275 mm en moyenne sur la région, un petit gradient quand même, est-ouest. Dans le futur, ça augmente un petit peu, mais c'est moins fort que dans les autres saisons. Donc, en moyenne, on parle d'une augmentation d'autour de 10 mm. Ce qui est intéressant, peut-être, c'est de dire, au moins pour la Montérégie, c'est que cette augmentation, ça se passe plus à la fin de l'automne. Donc, on parle d'octobre et novembre, puis pas nécessairement pour le mois de septembre. Puis, comme dans quasiment tous les cas, la précipitation, évidemment, il y a toujours un petit peu plus de gamme de changements. Donc, si on zoome un peu sur la gamme de changements futurs, il y a certains modèles qui disent même que ça peut diminuer, il y en a d'autres qui disent que ça peut augmenter. Donc, chaque fois, pour les précipitations, il y a toujours un petit peu plus d'incertitude dans ce qui pourrait arriver, mais la tendance un peu centrale, c'est de dire qu'il y a une petite augmentation pour l'automne. Ça fait que légèrement plus importante, fait que ça peut avoir des influences pour les récoltes, peut-être. Puis la fin de la saison de croissance, typiquement, ce qu'on voit, c'est le 17 novembre que ça finit. C'est tard, je ne sais pas si c'est correct, ça. Mais il y a quand même le déplacement, je pense que c'est bon, là. On parle d'une saison de croissance qui va arriver plus tard dans la saison, d'une dizaine de jours. Donc, la fin de la saison qui se prolonge un peu dans l'automne. Donc, les changements en cours anticipés, donc plus chaud, augmentation de la durée de la saison de croissance, donc le premier gel qui arrive plus tardivement, donc le début de l'hiver qui arrive plus tard. Puis au niveau des quantités des précipitations, il y a une légère augmentation, mais comme j'ai dit, il y a quand même un certain niveau d'incertitude dans les sorties de projection. Donc, quand on montait les projets, il y avait aussi beaucoup de phénomènes d'intérêt qui ont sorti, comme le verglas, les vents violents, puis la grêle qui peut affecter les activités agricoles. Malheureusement, en ce moment, c'est des phénomènes qui n'ont pas vraiment de consensus ou de conclusion qu'on peut vous donner à ce jour. Le verglas, c'est probablement celui qu'on avance le plus. Ma collègue Dominique, qui est à côté, peut en parler beaucoup. Donc, c'est vraiment un projet qui est en cours chez Oranos. Ça fait plusieurs années qu'il travaille dessus pour bien modéliser le verglas dans le modèle climatique qu'on a chez nous. Donc, je pense que la validation a été faite, on produit bien les événements historiques. Puis l'autre étape, c'est de prendre le modèle puis de faire les projections futures pour voir est-ce que ça va changer, où est-ce que ça va changer, quelles régions qui vont être affectées. Fait que ça, c'est vraiment en cours chez Oranos. L'autre, c'est au niveau des vents violents. Présentement, on ne travaille pas là-dessus, mais il y a quand même plusieurs personnes, plusieurs groupes avec qui on travaille qui s'intéressent à ça. Donc, c'est plus au niveau d'un piste de travail, un piste de réflexion, je veux dire, de dire, bon, qu'est-ce qu'on peut faire à ce niveau-là pour répondre aux questions au niveau des vents. Puis l'autre, je pense que ça doit être très important, c'est la grêle. Je pense que nous, on n'a jamais regardé ça. Puis il y a certaines études qui ont sorti récemment
qui ont essayé de regarder ça. Puis je pense que ce qui est compliqué avec ça, c'est que les modèles, ils ne reproduisent pas le grêle dans le modèle, puis il faut passer par quelque chose qu'on appelle les proxys, de trouver les conditions atmosphériques dans le modèle qui sont liées à la grêle, et de regarder comment ces conditions risquent de changer dans le futur, mais c'est pas un lien direct, c'est pas la grêle qui est modélisée directement dans l'outil, donc c'est un petit peu plus difficile. Donc, je vais laisser ça avec ça. Donc, ça, c'est un peu les sommaires saisonniers tout mis ensemble. Donc, je pense pas que je vais passer tout à travers, là, mais ça peut être pour vous là, dans le PDF si vous avez besoin de quelque chose pour réfléchir la mémoire un peu, qu'est-ce qui se passe pendant la saison. Donc, là, on a parlé d'un projet en agriculture. On n'a pas parlé beaucoup d'agriculture. On a parlé juste du climat, mais c'est vraiment la prochaine étape dans le projet, c'est d'aller présenter tous ces résultats-là qui étaient produits, puis de faire sortir, avec les producteurs, c'est quoi les enjeux, c'est quoi les opportunités, comment ça va vous affecter. Donc, ça va être avec Sarah, puis l'équipe de la CEDAC, puis tout le monde. On va essayer de faire ça dans les mois qui s'en viennent. Donc, je pense que c'est tout. Parfait, merci. On a reçu quelques questions. Je pense qu'il y a quelques questions qu'on a répondu un peu au travers de ta présentation, mais je vais te laisser valider, en fait, si la compréhension elle est bonne. Ma première question, il semble que la saison 2017 donne une bonne idée de ce que le futur climat en Montérégie nous réserve. D'accord ou pas? Bien, c'est sûr, au niveau... Ouais. C'est surtout au niveau de la prolongement de la saison chaude, un peu. Je pense que, je sais pas si c'est typique, c'est quand même très chaud cette année. Est-ce que la moyenne va être comme ça? Mais ça pointe vers quelque chose qui pourrait être similaire dans le futur. Les débuts de la saison, l'été, avec toute la pluie, etc., c'est peut-être pas nécessairement typique à ce qu'on s'attend. Donc, ça dépend un peu de ce qu'on parle en ce moment avec les canicules qu'on a eues à la fin de septembre. Ça, c'est quelque chose qui pourrait arriver plus souvent dans le futur. Effectivement, prolongement, le mois d'octobre qui fait quand même très chaud. Oui, mais ce qui s'est passé au début avec les inondations, etc., c'est peut-être pas typique du tout. OK. Il y aura plus de précipitations en hiver dans le futur. Seront-elles surtout sous forme de neige ou de pluie, comme les températures seront aussi à la hausse? Non. Le partage de ça, c'est vraiment... ça joue beaucoup sur le seuil zéro. Donc, c'est sûr, dans la partie sud, en Montérégie, on est déjà plus chaud un peu. Fait que plus on va chercher des températures moyennes proches de zéro, plus on a des chances d'avoir des années avec beaucoup de journées qui dépassent le zéro. Fait que là, c'est sûr que ces années-là, on va avoir plus de pluie hivernale, précipitations liquides. Donc, le partage neige et liquide et ça dépend un peu où est-ce qu'on est. Pour le sud du Québec, c'est sûr qu'on risque d'avoir une augmentation de la quantité de pluie versus la neige. Mais si on va en Charlevoix, si on est dans la partie vraiment plus montagneuse dans Charlevoix, peut-être que même avec les augmentations de température, on risque de rester en bas de le seuil zéro la plupart du temps. Fait que là, on peut avoir une augmentation. Ça, c'est quelque chose aussi qui peut changer régionalement. Puis une influence de la topographie, etc. aussi. Donc, mais en général, il fait plus chaud, on risque d'avoir plus d'épisodes de pluie. Parfait. Puis, j'ai encore quelques questions des blocs précédents. Donc, si jamais il y a des choses qui vous viennent en tête, n'hésitez pas à les envoyer. Si on a le temps, on va passer. Sinon, et comme je disais au début, vous allez avoir réponse un peu plus tard. Alors, une prochaine question, parce qu'on a encore le temps. Est-ce que vous pouvez nous dire à quel climat ressemblera le lac Saint-Jean en 2050 ou encore l'Abitibi? Oui. Oui, mais... De façon très simple. Je reviens à mon outil un peu d'analogue spatial. Donc, on fait un déplacement en termes climatiques, seulement en termes de précipitation et de température. Donc, on ignore les extrêmes, on ignore tous les autres facteurs qui peuvent être présents, mais c'est toujours un déplacement vers le sud. Là. On l'a vu, le Montérégie déplace vers un peu le nord-est des États-Unis. Donc, le Saguenay, ça va déplacer vers le sud.
évidemment, quand tu tombes un peu dans la vallée de Serrana, il y a un gradient d'élévation aussi, donc on descend, il fait plus chaud. Donc le déplacement, ça serait plus, je dis ça comme ça, j'ai la figure en quelque part, mais c'est plus comme un peu le centre du Québec, même une partie de la Montérégie. Donc, un déplacement de ce ordre-là. Donc ça pourrait ressembler à ça. Ça peut ressembler à ça. La Montérégie, un peu le centre du Québec, Drummondville. Parfait. Une question pour Dominique, je crois. Est-ce que c'est si fiable que ça, les modèles qu'on utilise pour les modèles? Par exemple, est-ce que ces modèles auraient pu prédire les changements qui ont eu lieu au cours des 30 dernières années? Oui, et ils l'ont fait d'ailleurs. Okay. En fait, je vous ai dit, les modèles, on les développe depuis les années 60 et donc on fait l'étude des projections climatiques depuis les années 60. Et donc, en fait, évidemment, maintenant, on peut évaluer ce qu'on a produit il y a plusieurs décennies. Et considérant que les émissions de gaz à effet de serre sont semblables à ce qui a été utilisé, oui, les modèles, donc, en fait, les scientifiques crient au loup, si je peux employer l'expression, depuis des décennies, mais avec raison, parce qu'au départ, c'était, on pense que c'est ça qui va arriver, mais maintenant on peut dire oui, on vous l'avait dit et c'est exactement ça qui s'est produit. Et les modèles, moi j'en ai pas parlé là, mais on les évalue tout le temps dans le climat du passé, donc on connaît les émissions de gaz à effet de serre, puis on regarde ce qu'on produit, est-ce que ça correspond à la météo, au climat qui est observé durant les dernières décennies. Okay. Donc oui, ils sont J'ai compris tantôt aussi que c'était en amélioration continue, c'est oui, ça? Tout le temps. Donc ça continuellement. Oui. Super. Est-ce qu'on doit s'attendre à plus d'épisodes de sécheresse comme celle qu'on a vécue au Bas-Saint-Laurent cet été? Est-ce qu'on a un élément de réponse pour ça? Ben, c'est un peu en lien avec les... Je connais pas c'était quoi les conditions dans le Bas-Saint-Laurent, mais cette année, mais les résultats qu'on a montrés pour le Montérégie au niveau des débits d'eau, des étiages, c'est assez uniforme en termes de messages. Les chiffres exacts, ça va changer un peu, mais on s'attend quasiment dans tout le Québec sud, le Québec méridional, que les niveaux d'eau d'été, ils vont diminuer. Okay. Donc, les étiages sont plus sévères et plus longs. Donc, ce message-là, ça reste quasiment partout dans toute la zone d'études qu'on fait dans le projet. Le message est similaire. OK. Puis, on prend une dernière question. Le reste, on pourra faire les suivis par la suite. Alors, est-ce que la tempête de grêle du 21 juillet cet été au Saguenay est liée au changement climatique? Est-ce qu'on risque d'en observer davantage dans le futur dans notre région, le Saguenay? On ne peut pas attribuer un événement particulier au changement climatique. Okay. Ce qu'on pourrait faire, c'est faire des analyses, par exemple, utiliser un modèle, faire plein de simulations, regarder le nombre d'épisodes de grêle dans cette région et refaire d'autres simulations en changement climatique dans le futur et regarder si les épisodes se produisent plus fréquemment. On pourrait faire ça, mais ça n'a pas été fait pour cet événement-là en particulier. Mais par exemple, c'est le genre d'études qui a été faite pour les sécheresses dans les prairies il y a quelques années. Donc, c'est des études qui peuvent être faites. Ce qu'on sait, c'est qu'il va y avoir une augmentation des orages en été. Et la grêle est liée évidemment aux épisodes orageux. Donc, on peut s'attendre à ce que ça se produise plus fréquemment, mais on ne peut pas attribuer cet événement-là ou dire que ça va se produire plus fréquemment, en particulier dans cette région-là, parce que les études n'ont pas été faites. Okay. Dominique Paquin, Travis Logan d'Ouranos, merci d'avoir été là. Merci à tout le monde d'avoir participé aussi au webinaire. C'est le temps qu'on avait réservé pour pouvoir vous présenter cette première étape. Si vous souhaitez réécouter le webinaire, ça va être disponible à partir de cet après-midi. Donc, c'est gratuit, c'est en rediffusion. Vous pouvez le réécouter comme vous voulez. Vous pourrez aussi transmettre le lien aux gens qui pourraient avoir l'intérêt à avoir cette première base d'informations-là. Donc, le lien va être facilement accessible via le site internet uplus.upa.qc.ca. Alors, merci d'avoir participé à la séance, d'avoir soumis vos questions. Si vous avez d'autres questions à propos du webinaire ou encore du projet AgriClimat que vous voulez participer au projet d'AgriClimat, en fait, vous pouvez toujours communiquer avec Sarah Delisle, qui est la coordonnatrice du
au CEDAC, en fait, pour le projet. Donc, Sarah va pouvoir vous informer sur les suites et détails de tout ça. J'aimerais terminer en remerciant les partenaires et les bailleurs de fonds du projet d'Agri-Climat. Alors, l'UPA, l'Institut de recherche et de développement en agroenvironnement, Ouranos, le regroupement des organismes des bassins versants du Québec, le MAPAC, le groupe Uniconseil, la Fondation David Suzuki, Nature Québec, et puis le Fonds vert dans le cadre d'Action Climat Québec, le programme du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Encore une fois, merci de votre présence et pour connaître les prochaines dates des webinaires qui auront lieu, je vous invite à vous inscrire à l'infolette U+, donc au u+upa.qc.ca. Merci puis bonne journée.